Depuis la nuit des temps, ils fascinent les civilisations qui les observent. Beaucoup d'entre elles, ne trouvant d'explication aux manifestations lumineuses et sonores, y voyaient la présence d'une divinité. Si aujourd'hui, ils ont livré quelque peu leurs secrets, de nombreux mécanismes physiques engendrés par les rois des nuages demeurent cependant encore bien mystérieux. Si la taille des orages peut nous sembler démesurée, il nous faut pourtant aller jusque dans l'espace pour trouver le générateur d'énergie principal qui n'est autre que le Soleil. Situé à 150 millions de kilomètres, ces rayons ne mettent que 8 minutes pour parvenir à la Terre et la réchauffer ensuite, jouant ainsi un rôle majeur dans la formation des orages. Chaque instant, 1500 à 2000 orages grondent dans le monde. L'essentiel de l'activité orageuse se concentrant dans les zones équatoriales. Ainsi, si certains endroits d'Afrique de l'Est peuvent observer jusqu'à 160 jours d'orage, les régions des cercles polaires n'en connaissent que quelques-uns par an. Dans les zones tempérées, les orages agissent essentiellement durant le printemps et l'été, d'où l'habitude de parler de saison des orages dans ces latitudes. En regardant le niveau ésochronique mondial, qui représente le nombre de jours où le tonnerre est entendu par an pour un lieu donné, on observe que ce niveau est significativement plus élevé dans les régions équatoriales que dans les zones tempérées. Cependant, c'est dans ces contrées que l'on rencontre les orages les plus intenses, la cause provenant directement du conflit des masses d'air tropicales et polaires. À présent, intéressons-nous à la genèse même d'une cellule orageuse. Pour qu'un orage puisse prendre naissance et se former, 3 facteurs essentiels doivent être réunis. L'humidité, l'instabilité et un élément déclencheur dynamique amenant l'air chaud et humide des basses couches de la troposphère à se soulever en direction de l'air froid en altitude. Ceci pouvant par exemple être matérialisé par une convergence des vents de surface en une région donnée. En effet, pour que le mécanisme de formation puisse s'enclencher, l'air chaud et humide des basses couches de la troposphère doit être déséquilibré vis-à-vis de l'air froid en altitude et être amené à entreprendre son élévation. L'intensité variable de ces 3 facteurs, ainsi que la nature de la dynamique, caractériseront le type et l'intensité de l'orage qui se formera. Lorsque le processus d'ascension est enclenché, l'air chaud et humide s'élevant en suivant le principe d'Archimède à la manière d'une montgolfière se refroidit progressivement en prenant de l'altitude. Étant donné qu'une parcelle d'air froid peut contenir une moindre densité de vapeur d'eau qu'une parcelle d'air chaud, l'humidité relative de la parcelle d'air qui s'élève augmentera au fur et à mesure qu'elle se refroidira jusqu'à atteindre son point de saturation, engendrant ainsi le phénomène de condensation. Le nuage prend ainsi naissance sous forme d'un cumulus fractus qui détermine la hauteur de la base du futur orage. Malgré le refroidissement avec l'altitude, la parcelle d'air chaud reste toujours plus chaude que son environnement dans des conditions idéales et continue son ascension d'autant plus que le phénomène de condensation, dégageant de la chaleur, permet à cette même parcelle de se refroidir 2 fois moins vite que si elle était non saturée. Dès lors, le nuage au stade de cumulus fractus acédiforme évolue vers le stade de cumulus humilis et commence à obtenir une forme plus aboutie. Ce cumulus est d'ailleurs le parfait représentant du nuage de beau temps, souvent rencontré lors des chaudes journées d'été anticyclonique. En s'épaississant, le nuage ne tarde pas à atteindre le stade de cumulus mediocris, nuage possédant des attraits déjà plus imposants. En poursuivant son développement, le cumulus mediocris tend à passer au niveau du cumulus congestus, étant déjà nettement plus menaçant. C'est d'ailleurs durant cette phase que l'on commence communément à parler de temps orageux, surtout si le nuage continue de croître jusqu'à la tropopause. C'est à ce niveau que le sommet cotonneux du nuage entame un étalement progressif, amenant le nuage vers le stade de cumulonimbus. C'est à ce stade de développement que l'orage prend naissance.
La tropopause marque la délimitation entre la troposphère et la stratosphère, où un changement du comportement de la température de l'air vis-à-vis de l'altitude s'opère, celle-ci commençant à augmenter avec l'altitude. Ainsi, l'air environnant devenant plus chaud que celui constituant le nuage annihile le principe d'Archimède. Cependant, la parcelle constituant le nuage désirant poursuivre sa progression, celle-ci va s'étendre sous cette limite en formant une enclume qui constituera la limite supérieure de l'orage proprement dit. Suivant la latitude, la tropopause peut varier entre 6 et 8 km d'altitude au pôle, alors qu'elle peut atteindre 18 km dans les zones équatoriales. Certains orages possédant un vigoureux courant ascendant pourront légèrement dépasser la tropopause en formant ce que l'on appelle un sommet pénétrant. En général, les premiers grondements du tonnerre se font entendre dès ce dernier stade acquis et déterminent dès lors le stade orageux. Pour en venir aux manifestations électriques, ces dernières ne commencent généralement à se produire qu'au stade de maturation de l'orage. Car c'est durant cette phase qu'un courant supplémentaire prend naissance aux côtés du courant ascensionnel. C'est le courant descendant qui se matérialise par la chute des précipitations. Ce courant prend naissance lorsque le courant ascendant ayant formé le cumulonimbus n'est plus assez fort pour soutenir les hydrométéores qui s'y sont formés. Ceux-ci finissant ainsi par redescendre en formant le courant descendant. Dès lors, les premières manifestations électriques ne tardent pas à apparaître. Plusieurs théories existent pour expliquer le mécanisme de l'électrisation des nuages, dont les deux plus retenues sont celles dites de la convection et de la gravitation. La dernière étant la plus acceptée à l'heure actuelle, elle sera choisie ici. Côtoyant de près son homologue ascendant, le courant descendant voit ses particules de grésil et autres gouttes de pluie se charger au contact des cristaux de glace du courant ascendant. Lorsque les particules s'entrechoquent, celles-ci s'ionisent positivement ou négativement suivant leur nature et ou leur température. Ainsi, les gouttes de pluie se chargent négativement en arrachant des électrons cristaux de glace qui deviennent dès lors positifs. Les particules de grésil, quant à elles, se chargent négativement ou positivement suivant qu'elles possèdent une température inférieure ou supérieure à -15 degrés Celsius. Ce faisant, l'orage possède au final une structure tripolaire, avec les ions positifs au sommet, les ions négatifs vers le centre et une poche d'ions positifs vers la base. Cette dernière étant la résultante de l'ionisation positive des particules de grésil. Le sol, habituellement négatif vis-à-vis de l'ionosphère, deviendra positif au passage de l'orage, par réaction à la couche négative du cumulonimbus. L'activité électrique du nuage commencera généralement en son sein par des décharges intranuageuses, responsables des premiers grondements, trahissant la maturation de l'orage. Ces décharges, se déclenchant avec une différence de potentiel assez faible, le courant électrique passant à travers ces éclairs est peu intense et la surchauffe de l'air environnant par le passage du courant ne permet pas la création de coups de tonnerre aboutis. D'où les faibles manifestations lumineuses et auditives qu'engendrent ces éclairs intranuageux. Celles-ci n'étant généralement pas ou peu visibles de jour. Par contre, il en est tout autrement en ce qui concerne les éclairs nuages seuls, appelés communément coups de foudre. Ceux-ci se manifestent généralement lorsque les courants ascendants et descendants possèdent une intensité notoire, car séparant suffisamment de charges électriques entre plusieurs régions éloignées que pour créer une différence de potentiel importante entre elles et le sol. Ce dernier joue un rôle secondaire dans cette ionisation intense du nuage, mais participe passivement en possédant une différence de potentiel pouvant s'avérer importante par réaction entre lui-même et le nuage orageux. Une fois que l'orage est chargé et est prêt à produire un éclair nuage-sol, 4 types de coups de foudre peuvent se produire.
le coup de foudre ascendant positif, le coup de foudre descendant positif, le coup de foudre ascendant négatif et le coup de foudre descendant négatif. Le dernier coup étant le plus commun et le plus connu de tous, il sera choisi ici pour être détaillé. Un coup de foudre descendant négatif, aussi rapide soit-il, passe par plusieurs étapes bien distinctes avant de pouvoir se matérialiser. Tout d'abord, une importante différence de potentiel doit avoir lieu entre le sol et le centre du nuage. Cette différence atteignant généralement 100 millions de volts lorsque le coup est imminent. Plus précisément, pour que l'air, isolant par nature, laisse passer le courant, il faut que le champ électrique atteigne une valeur s'approchant des 3 millions de volts par mètre. À une telle différence de potentiel, des effluves bleutés, appelés avalanches électroniques ou encore feux de Saint-Elme, apparaissent à l'extrémité de certaines hautes et fines structures du sol, trahissant une courbure du champ électrique général créé par ces dernières. En effet, si un champ électrique existe entre le sol et le nuage, celui-ci peut être accentué par la présence d'aspérités qui auront pour effet de concentrer les charges électriques et de courber ainsi ce champ. Il a donc été vérifié qu'un rapport 1/30 entre la largeur et la hauteur d'une structure pouvait augmenter le champ électrique d'une valeur de 300. Ainsi, si on a un champ électrique de 10 000 volts par mètre au sol, il est plus que probable que celui-ci atteigne 3 millions de volts par mètre au niveau de la pointe d'une antenne faisant 300 mètres de haut pour 10 mètres de diamètre. D'où le fait qu'il est important de ne jamais s'abriter sous un arbre isolé, ce dernier jouant le rôle d'aspérité. Lorsque le champ électrique est suffisamment intense, une avalanche électronique comme cité précédemment va se produire dans le nuage et au bout de l'aspérité de l'antenne. Quand l'isolation de l'air finit par céder, un cheminement d'électrons peu visible va descendre du nuage en zigzagant vers le sol. Ce cheminement appelé traceur descendant négatif va continuer aléatoirement sa route jusqu'à plus ou moins 100 mètres d'altitude. Entre-temps, un traceur d'interception positif se sera formé à partir de l'antenne pour venir rejoindre le traceur descendant. Lorsque la jonction a lieu, le courant est libre de passer et l'arc en retour, autrement dit l'éclair, peut se former. Ce dernier, transférant en moyenne 20 coulombs en 1 microseconde, aura une intensité de plus ou moins 100 000 ampères. La chaleur dégagée par le passage d'une telle intensité électrique cause la création du plasma lumineux et d'une brusque dilatation de l'air. Le coup de foudre et le tonnerre agissent. Comme le traceur descendant négatif progresse par bonds et se divise constamment en progressant en direction du sol, on observe souvent des ramifications lorsque l'arc en retour se produit, mettant à jour les subdivisions du traceur descendant négatif. Cette particularité n'appartient qu'aux coups de foudre négatifs. Les coups de foudre positifs, généralement bien plus puissants, étant linéaires et ne présentant que peu ou pas de ramifications. Enfin, en dehors des orages, on observe un champ électrique entre l'ionosphère et le sol dont la valeur se situe aux environs des 100 volts par mètre au niveau de la surface. Ce champ crée un courant appelé courant de beau temps et agit partout entre la Terre et l'ionosphère, là où il n'y a pas d'orage. Équivalent à 1500 ampères, ce circuit global nous garantit une protection contre les rayons cosmiques par une ionisation continuelle de l'ionosphère. Les orages jouent un rôle majeur dans ce circuit en injectant chacun un courant de 0,5 à 1 ampère dans ce circuit par la perte d'ions positifs en direction de l'ionosphère. Étant donné que 1000 à 2000 orages sévissent en même temps dans le monde à chaque instant, le circuit est maintenu. Sans ce circuit global, nous serions soumis au bombardement continuel des rayons cosmiques qui se révéleraient destructeurs vis-à-vis des êtres vivants. Avant d'aller plus loin, nous évoquerons la présence de perturbations électromagnétiques lors de la présence d'éclairs à plus ou moins grande distance, selon l'intensité de ceux-ci et la sensibilité du dispositif soumis à ces perturbations. Celles-ci pouvant être perçues jusqu'à 200 km à la ronde, avec une radio réglée sur la fréquence de 1602 kHz.
Les éclairs intranuageux et nuages-sol se rencontrent couramment dans les cellules orageuses uniques, appelées communément orages monocellulaires. Mais en faisant intervenir certains facteurs dynamiques plus évolués qu'une convergence des vents en surface, par exemple des cisaillements de vent en vitesse par rapport à l'altitude, on peut obtenir des systèmes orageux plus étendus, plus organisés et à même de produire des éclairs internuageux pouvant parcourir de grandes distances. Mais avant tout, revenons à la genèse de notre orage monocellulaire classique. Une fois le stade de maturation atteint, les précipitations, qu'elles soient de pluie, de grésil ou de grêle, finiront petit à petit par obstruer le courant ascendant ayant donné naissance au cumulonimbus, coupant dès lors l'alimentation en air chaud de l'orage. Lorsque le courant descendant annihilie le courant ascendant, l'activité électrique s'interrompt progressivement et l'orage, privé de son énergie, entre dans sa phase de dissipation. Celle-ci se matérialisant par une disparition progressive de sa base et une extension de son enclume qui ne tardera pas à se déchirer pour former des cirrus. En général, un orage de ce type vit rarement plus d'une demi-heure, voire une heure. Lorsque des facteurs dynamiques interviennent dans l'air par la présence de cisaillements des vents en vitesse et ou en direction, cela en fonction de l'altitude, un orage monocellulaire peut être amené à évoluer en un orage multicellulaire, voire supercellulaire. Pour qu'un orage monocellulaire classique puisse évoluer vers un orage multicellulaire, les cisaillements de vent en vitesse doivent être présents dans la troposphère. D'une manière simplifiée, les vents de même direction mais de vitesse inégale en fonction de l'altitude vont incliner le courant ascendant du futur orage, ce qui permettra à celui-ci de ne pas créer une chute de son courant descendant directement dans la colonne d'air ascendante qui lui a donné naissance, mais à une distance plus éloignée de celle-ci. Bien sûr, l'orage qui se trouve dans sa phase de maturation finira par se dissiper en coupant malgré tout son propre courant ascendant. Dans ce cas de figure, on obtient une série d'orages à différents stades d'évolution, formant ainsi un système dit multicellulaire. Ce genre de situation est souvent rencontré lorsqu'un jet stream existe en altitude, fait courant dans les zones tempérées. On peut ainsi, le long d'une ligne de convergence des vents, y observer pendant de longues heures des orages qui naissent et qui se dissipent côte à côte sans que le courant ascendant, se situant au niveau de la ligne de convergence, ne soit altéré par une éventuelle chute d'un courant descendant d'air froid. Par ailleurs, la chute des précipitations des uns peut provoquer un rechassement de l'air chaud des basses couches vers le haut, permettant la naissance ou l'entretien d'autres cellules orageuses. Suivant certains facteurs dynamiques supplémentaires, les orages multicellulaires peuvent provoquer d'intenses précipitations sous forme de pluie ou de grêle, tout en apportant de fortes rafales de vent caractérisant ce que l'on appelle plus communément les lignes de grain. Au niveau électrique, c'est dans cette configuration que l'on retrouve l'avantage d'éclairs internuageux, ces derniers trouvant leur développement maximum dans les systèmes et complexes convectifs de méso-échelle, ceux-ci étant une forme étendue d'orage multicellulaire. En effet, lorsque l'on observe une coupe électrique d'un système de ce genre, on remarque l'existence de longues strates d'ions positifs et négatifs pouvant interagir entre eux à des distances dépassant la dizaine de kilomètres. Au niveau de l'intensité, ces éclairs se situent généralement à mi-chemin entre les éclairs nuage-sol et intranuageux. Le dernier type d'orage, l'orage supercellulaire, représente ce que l'on peut décrire comme étant l'aboutissement de l'évolution d'un orage monocellulaire. Comme son nom l'indique, un orage supercellulaire est une monocellule très évoluée. Cela étant dû à une séparation complète entre le courant ascendant et le courant descendant. Ainsi, plutôt que d'être condamné à la dissipation dès l'apparition du courant descendant, ce genre d'orage peut continuer à évoluer significativement grâce à la non-obstruction du courant ascendant par les précipitations. Par ailleurs, le courant ascendant d'un orage supercellulaire est si puissant que celui-ci parvient à contrer la chute des hydrométéores formés dans sa région. Ce phénomène induisant un cycle local de va-et-vient dans le nuage permet au grésil d'évoluer et s'avère donc crucial pour la formation des grêlons de grande taille. Au niveau des ingrédients, en plus d'un cisaillement des vents en vitesse, une supercellule a besoin de cisaillement des vents en direction
en fonction de l'altitude, ce qui permettra à celle-ci de rentrer dans une lente rotation, en provoquant une dissociation parfaite des courants ascendants et descendants au sein de cette même cellule. Ce type d'orage a d'ailleurs besoin davantage d'instabilité pour se former. La cellule ne rencontrant pas d'obstacle pour continuer son évolution, c'est dans ce type d'orage que l'on rencontre les éléments les plus extrêmes en météorologie, autant au niveau de l'activité qu'au niveau de la structure nuageuse elle-même. Ainsi, la base du nuage située au niveau du courant ascendant évolue en nuage mûr, ce dernier ayant souvent une base surbaissée appelée jupe, tandis que l'enclume au sommet devient très épaisse tout en faisant apparaître des mammatus. Le cumulonimbus lui-même s'élargit davantage pour avoisiner les 40 à 60 km de large en moyenne. Un tel orage possède entre autres une durée de vie pouvant aller jusqu'à 6 heures et un courant ascendant dont la vitesse peut dépasser 140 km/h. Par conséquent, il est régulier d'y voir des grêlons atteignant la dizaine de centimètres, de très fortes pluies, ainsi que des rafales de vent destructrices. L'apothéose est sans aucun doute constituée par l'apparition des phénomènes tourbillonnaires, les tornades. Tous ces éléments sont régis par des phénomènes complexes faisant intervenir de nombreux paramètres atmosphériques. Au niveau électrique, les supercellules peuvent se révéler être de véritables générateurs stroboscopiques avec l'apparition de nombreux éclairs intranuageux par seconde. Par contre, comme tout orage, les éclairs de type internuageux et nuage-sol sont moins nombreux que les premiers. Tout comme les orages multicellulaires, les orages supercellulaires peuvent être classés en plusieurs catégories, cela se faisant suivant leur activité pluviométrique ou leur hauteur. On trouve ainsi les supercellules LT, les supercellules classiques, les supercellules HP et les supercellules LP. Notre voyage dans le monde des orages touchant à sa fin, nous terminerons celui-ci par l'évocation de découvertes récentes directement liées à l'activité électrique des cumulonimbus. Ainsi, parmi les dernières révélations, on a détecté la production d'antimatière sous forme de positrons dans les hautes couches de l'atmosphère. Ceux-ci étant le produit de collisions avec des rayons gamma issus par d'autres phénomènes en cours de recherche, les sylphes. Ces derniers font partie de 3 types d'émissions lumineuses géantes qui apparaissent au-dessus de l'enclume de certains orages particulièrement électriques, soit les jets bleus, les sylphes rouges et les elfes. Ces manifestations lumineuses apparaissent généralement après l'émission d'un coup de foudre positif puissant, à même d'éjecter à des vitesses proches de celles de la lumière les ions négatifs de l'air qui se sont accumulés autour de l'enclume par une attraction vis-à-vis des ions positifs présents au sommet du nuage. Ces ions propulsés finissent par heurter des atomes de l'air et se font dévier de leur trajectoire. Ce choc brutal provoque chez les atomes impactés une réémission de l'énergie reçue sous forme de rayons gamma, à même de créer les sylphes rouges jusqu'au moment où les rayons gamma eux-mêmes entrent en collision avec de nouveaux atomes de l'atmosphère. Ce phénomène a pour résultat de créer un électron et un antiélectron, soit un positron. Ainsi, en dehors des phénomènes météorologiques purs, l'orage représente de loin la machine la plus complexe que l'atmosphère puisse porter, celui-ci allant parfois jusqu'à jouer le rôle d'un accélérateur à particules.